Bonjour à aux personnes que je connais. Et donc, je remercie l'Alliance française de m'avoir invitée pour faire cette conférence sur le biplurilinguisme. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis professeure à l'Université Sainte-Anne. Je m'occupe de la formation des maîtres et mes étudiants sont les futurs enseignants de langue française dans les classes des écoles en langue française et en langue anglaise, donc français langue seconde et français langue maternelle en milieu minoritaire. Donc, je suis sociolinguiste de formation, c'est-à-dire que je m'intéresse aux usages des langues dans différents contextes et cela se complète bien avec mon chapeau de didacticienne des langues. Parce que quand on parle des langues, bien entendu, on va parler de la personne. C'est le sujet qui m'intéresse particulièrement parce que la langue n'est pas séparée de la culture et de la personne qui va prendre la parole. Alors, donc, dans ce colloque, donc je vais vous parler des définitions, des réalités. Je trouvais que c'était assez difficile de résumer tout ça en 30 minutes. Je vais faire de mon mieux et puis on a une période de questions. Donc, je vous invite à me poser des questions par la suite. Alors, comment comprendre le bilinguisme et le plurilinguisme au Canada? Donc, j'ai décidé de faire cette conférence en deux parties. Donc, la première concernera comment comprendre le bilinguisme et le multiculturalisme au Canada. Et ensuite, comment comprendre le bilinguisme et le pluriculturalisme à la maison et dans nos écoles. Donc, le sujet du bilinguisme et du pluriculturalisme, ou du plurilinguisme aussi, est important dans le contexte du Canada, du fait de nos diversités culturelles et linguistiques, et aussi de par ces différents impacts dans nos différentes sphères de vie, dans nos institutions, dans nos écoles, nos métiers, notre système de santé, etc. Donc, au Canada, comme vous le savez, nous avons un bilinguisme institutionnel et nous voyons qu'il y a différents contextes où des personnes vont, de manière subjective, bien évidemment, se déterminer dans une situation d'unilinguisme ou se présenter en tant qu'unilingue, d'autres bilingues au niveau du français et de l'anglais. Et on a d'autres personnes qui vont se dire plurilingues. Ici, j'ai noté que c'était des immigrants, mais pas de manière exclusive. Donc, puisqu'on pourrait avoir différents scénarios. Et effectivement, donc le bilinguisme officiel au Canada, c'est une réalité. Vous allez un petit peu trop vite dans mes présentations, dans mes diapositives, mais c'est OK. Donc, le bilinguisme officiel au Canada, c'est une réalité linguistique et aussi une politique publique. Et donc, comme on va le voir, c'est ce qu'on appelle un bilinguisme d'État. Donc, ensuite, au niveau des différents positionnements identitaires, on pourrait vraiment avoir différents scénarios, comme j'ai dit, et puis dépendamment des contextes, parce que quand je dis que je suis anglophone ou francophone, je réponds à un positionnement identitaire donc, qui vient de moi et donc subjectif. Et par exemple, ça va dépendre vraiment de la perception de chaque personne par rapport à la langue. Par exemple, moi, je peux dire que je suis francophone, je peux bien communiquer en anglais dans certaines situations, mais ce n'est pas pour autant que je vais me déclarer bilingue. Donc, les situations vont varier selon différents contextes. Donc, comme on le voit pour la Commission royale, donc il est clair pour la Commission royale d'enquête sur le bilinguisme et le biculturalisme que c'est un bilinguisme d'État, donc qu'on va promouvoir les deux langues officielles du Canada dans les institutions fédérales. Souvent, il y a eu beaucoup d'interrogations par rapport à ce bilinguisme et aussi quand on a une perception de l'extérieur du Canada, on s'attend à ce que la population canadienne soit bilingue, effectivement, mais en fait, le bilinguisme d'État ne veut pas dire que toutes les personnes au Canada
soient bilingues. Et donc, c'est pour ça qu'il existe différents scénarios, des personnes qui sont unilingues, bilingues et autres, étant donné, comme j'ai dit, c'est un positionnement subjectif et le commissariat royal voulait vraiment clarifier ce point-là pour enlever toute confusion concernant la terminologie. Donc, regardons un peu de plus près les langues officielles au Canada. Donc, ici, vous avez un portrait global des différentes langues, du français et de l'anglais. Et on voit que le français est la langue minoritaire dans la plupart des provinces. Donc, le Québec, le français est majoritaire. Et le Nouveau-Brunswick, bien que ce soit une province bilingue, on voit que la majorité est anglophone et la minorité est francophone. Donc, ça veut dire qu'il y a encore des ajustements à faire à ce niveau-là. Donc, ensuite, vous avez, donc ici pour, oui, Lucie, tu peux continuer. Donc, au Nouveau-Brunswick, donc dans les maritimes, donc on a des lois vraiment plus spécifiques. Donc, pour le Nouveau-Brunswick, la loi sur les langues officielles. Ensuite, la loi sur l'égalité des deux communautés linguistiques, ou loi 88. Et pour la Nouvelle-Écosse et l'île du Prince-Édouard, donc là, on a cette loi qui est la loi sur les services en français, donc pour promouvoir la langue. Et Terre-Neuve et Labrador, ils ont un bureau des services en français. Donc, ensuite, en ce qui concerne de manière beaucoup plus précise la Nouvelle-Écosse, donc on peut voir, donc je ne sais pas si vous pouvez voir, mais que les régions du Sud-Ouest et Halifax sont les régions qui ont la plus grande partie, la majorité des francophones, donc se situent dans ces deux régions, avec 31%, donc de manière égale. Il y a aussi 31% des migrants francophones et 6% d'immigrants. Donc ça, c'est très intéressant parce que cela veut dire qu'il y a une grande mobilité interne de la francophonie. Et ensuite, les immigrants, comme vous pouvez le voir peut-être sur le schéma, viennent beaucoup des États-Unis, d'Europe, d'Afrique, de l'Asie aussi. Donc, on a une variété assez importante de francophones dans l'immigration. Alors, étant donné que les cultures au Canada sont très diversifiées et que le gouvernement veut mettre en valeur ces différentes cultures, on a la loi sur le multiculturalisme canadien, qui a été établie par le gouvernement fédéral. Et dans cette loi, on parle de la diversité. Ce qui est vraiment très important, puisque c'est la diversité des cultures, la diversité des races, la diversité des langues, bien évidemment, et aussi toute cette politique du multiculturalisme est là pour favoriser le patrimoine multiculturel. Ce qui est parfois, là où il y a parfois une incompréhension, c'est le fait qu'on a des lois sur le bilinguisme et aussi la loi sur le multiculturalisme. Mais ça ne va pas de front. On peut bien avoir ou utiliser les langues officielles, que ce soit l'anglais ou le français, et avoir une culture autre dans notre société. Et vraiment, aujourd'hui, c'est notre réalité, étant donné qu'au niveau de la construction identitaire, on est dans des constructions identitaires qui sont fluides. Donc, on va s'approprier différentes cultures selon nos valeurs, selon nos positionnements, selon nos contextes de vie. Donc, toutes ces lois, il faut les voir de manière complémentaire et elles ne s'excluent pas. Merci. Voilà, Lucie. Donc, je vous ai ici donné quelques informations de Statistique Canada en 2016 pour vous montrer la diversité
qui se trouvent maintenant au Canada de plus en plus. Donc, je n'ai pas parlé des Autochtones, mais à titre indicatif, nous avons 200 000, si je ne me trompe pas dans mes chiffres, 200 000 Autochtones qui sont ou qui se déclarent francophones au Canada. Donc, à cela se rajoutent toutes les populations migrantes. Et donc, selon Statistique Canada, en 2016, on a eu près de 2,2 millions d'enfants âgés de 15 ans avec un parent né à l'étranger. Donc là aussi, c'est pour vous montrer la diversité qu'il va y avoir dans nos écoles ou qu'il y a déjà dans nos écoles, et ça va continuer sur ce chemin-là dans les années qui viennent. Les enfants issus de l'immigration pourraient représenter entre 39 et 49% de la population totale d'enfants en 2036. Les pays de l'ascendance de près de la moitié des enfants issus de l'immigration se situent en Asie, en Europe et aux États-Unis. Donc, ça veut dire que les différentes familles qui sont au Canada, dans nos différentes provinces, sont des familles pluriculturelles. Merci. Donc, encore des chiffres ici. Près de 15% des enfants issus de l'immigration vivaient au sein d'un ménage composé d'au moins 3 générations. Et plus du tiers des enfants issus de l'immigration parlaient uniquement une langue officielle à la maison, comparativement à moins de 10% de leurs parents. Donc, ça veut dire qu'au niveau du système scolaire, on promouvoit les langues officielles et beaucoup d'enfants parlent maintenant une des langues officielles. « 250 origines ethniques ou ascendances ont été déclarées par la population canadienne. 4 personnes sur 10 ont mentionné plus d'une ascendance. » On est encore dans la diversité. On continue. Donc, 20 millions de personnes ont déclaré des origines européennes. Et encore une fois, ces ascendances variées et diversifiées, donc l'ascendance chinoise, indienne, les personnes qui viennent des Philippines, donc représentent des populations qui vivent de plus en plus au Canada. Alors, en ce qui concerne plus précisément la Nouvelle-Écosse, il y a eu ces dernières années différentes vagues de migration et d'immigration. Le gouvernement, comme on va le voir tout à l'heure, a mis en place différentes stratégies pour attirer les immigrants. Et ces informations ici viennent du plan d'action pour l'immigration francophone 2019-2021. Et en 2018, la Nouvelle-Écosse a accueilli plus d'immigrants que les autres années. Donc, ça veut dire qu'on favorise l'immigration et l'installation des personnes en Nouvelle-Écosse de plus en plus. Et les questions qu'on pourrait se poser, c'est au niveau des langues parlées, et est-ce que ces personnes possèdent une des langues officielles pour s'intégrer dans les différentes sphères de la vie néo-écossaise. Donc, on voit que beaucoup de ces immigrants n'ont pas le français comme langue première, et on a juste 300 francophones. Alors, ici, on a les différentes stratégies utilisées ces dernières années pour accueillir ou attirer les immigrants, et peut-être aussi pour la rétention, parce qu'une des problématiques pour la Nouvelle-Écosse, c'est aussi la rétention des immigrants sur son territoire. Donc, ces différentes stratégies ont l'air de fonctionner, puisque depuis 2018, on a eu beaucoup d'immigrants. Et c'est vraiment une immigration intellectuelle. Donc, on a beaucoup de médecins, de personnes hautement qualifiées et qui ont des expériences qui s'établissent en Nouvelle-Écosse. Alors, donc nous avons vu, de manière assez rapide, mais l'état des lieux un petit peu du bilinguisme et du multiculturalisme au Canada et en Nouvelle-Écosse. Maintenant, on va s'attarder sur le développement du bilinguisme et du plurilinguisme chez nos enfants et les stratégies efficaces employées à la maison et à l'école. Donc, comment comprendre le bilinguisme et le pluriculturalisme? Oui. Donc, pour vous expliquer
ces concepts, je vais m'appuyer sur des approches, donc des approches sociolinguistiques, holistiques et psycholinguistiques. Donc, le chercheur que l'on nomme souvent, qui a fait beaucoup de recherches sur le sujet du bilinguisme, surtout le bilinguisme à l'école et le bilinguisme à la maison, c'est François Grosjean de l'université de Neuchâtel en Suisse. Donc, je vais reprendre ces définitions parce que il me semble les plus justes. On peut trouver beaucoup de définitions du bilinguisme en tant que tel. Il y a eu beaucoup de débats sur le bilinguisme et sur le fait que on n'est pas nécessairement dans des situations de bilinguisme parfait. Ça va dépendre de différents contextes. Et François Grosjean, lui, il prend en compte ces différents contextes. Donc, c'est cette approche holistique qu'on a différentes compétences selon, où nos différentes compétences vont s'émerger selon les différents contextes. Donc, si moi, j'ai besoin, je suis dans la province de la Nouvelle-Écosse, donc je suis francophone, mais je dois connaître l'anglais si je dois utiliser ou aller dans d'autres institutions, ou, etc. Donc, je suis, par la force des choses, obligée de connaître mon contexte et de m'adapter à mon contexte. La même chose, donc je suis dans une communauté acadienne, et donc si je veux me socialiser, si je veux connaître la culture, je dois m'adapter à la communauté et connaître comment fonctionne l'acadion, pouvoir communiquer dans ces langues si je les valorise. Donc, c'est vraiment à chaque fois une question de positionnement subjectif et personnel, de savoir est-ce que je veux m'adapter à mon milieu ou pas. Donc, selon François Grosjean, donc le bilinguisme, c'est l'utilisation régulière de 2 ou plusieurs langues dans la vie quotidienne. Et pour François Grosjean, il ajoute aussi les dialectes. Donc, pour les sociolinguistes, les variétés de langues sont des langues. Dès qu'on parle une langue, c'est une langue. Donc, on ne va pas vraiment je ne vais pas vous faire un cours sur les différents statuts des langues, sur le marché linguistique, etc. Mais le positionnement est que la langue est pour communiquer et on doit communiquer dans différentes situations de notre vie. Et ce qui est intéressant avec Grosjean, qui est aussi qui utilise beaucoup l'approche psycholinguistique, puisque quand on parle une langue, on doit faire appel à ces différentes compétences et connaissances au niveau de la psychologie. Donc, François Grosjean développe le principe de complémentarité. Donc, complémentarité des langues. Donc, les bilingues vont apprendre à utiliser les langues. Donc, après, on pourrait parler aussi du plurilinguisme. Ça pourrait aller dans ce cadre-là, avec des personnes variées pour des objectifs distincts. Donc, selon vraiment les différentes facettes de la vie, selon les différents contextes. Donc, il est difficile ou il est rare qu'on ait une maîtrise parfaite dans les 2 langues. Ça arrive, mais ce n'est pas tout le monde. Et puis, ça dépend aussi pourquoi est-ce que j'ai besoin de la langue. Si j'en ai pas besoin, pourquoi est-ce que je vais l'utiliser dans telle ou telle autre circonstance. Donc, il va toujours avoir une dominance langagière selon les lieux et là aussi selon mes ressentis, selon les contextes, etc. Donc, il y a beaucoup. C'est pour ça que le côté holistique est très important parce qu'on va prendre en compte les différentes situations de communication, les différents contextes dans lesquels on va vivre. Et puis, ces contextes peuvent s'inverser puisque ça peut changer selon les provinces, selon mon propre positionnement en tant que personne et les langues que je vais valoriser. Donc, ce que disent les sciences cognitives et les neurosciences. Donc, on sait que le bilinguisme est très positif dans le développement des compétences des enfants ou vraiment des personnes de manière générale. Mais ce n'est pas juste le bilinguisme, c'est le plurilinguisme aussi. Plus on va apprendre de langues, plus on va développer différentes compétences cognitives. Et ça va nous permettre de développer d'autres habiletés aussi dans nos différentes sphères de vie.
Donc, la langue s'apprend d'abord à l'oral. Et puis, ce sont vraiment les nouvelles approches pédagogiques que l'on met en place dans les salles de classe. C'est vraiment basé sur la communication orale parce que c'est comme ça qu'un enfant apprend et c'est comme ça qu'on utilise la langue. La langue est faite pour communiquer. Donc, plus on va être dans des bains linguistiques, plus on va s'approprier la langue. Donc, quand on parle des approches cognitives ou des neurosciences, on parle aussi de la grammaire interne ou de la compétence linguistique. Donc, les personnes vont développer ces compétences linguistiques et ce qu'on veut, que ce soit pour le français langue maternelle ou le français langue seconde, c'est qu'on veut que ça se développe de manière naturelle. Donc, on veut mettre surtout plus pour les personnes qui sont en français langue seconde, dans des situations d'acquisition. Et pour les mettre dans des situations d'acquisition de la langue, il faut les mettre dans des bains linguistiques et donc commencer par la communication orale. Donc aujourd'hui, avec les nouvelles recherches, on sait que notre cerveau est plastique. Donc, on peut apprendre tout au long de la vie. Donc, ce n'est plus les anciennes théories qu'on avait avant, comme il y avait un stade pour apprendre une langue, par exemple, ou pour développer ses compétences. On peut les développer toute la vie. Et puis, surtout les enfants. Et puis, c'est pour ça qu'on va dire qu'il faut apprendre différentes langues aux enfants très tôt. Parce que les enfants ont un effet éponge où ils peuvent absorber beaucoup d'informations en très peu de temps parce que c'est la nature de leur cerveau. Alors, les études des neurosciences nous disent qu'il y a comme des fenêtres sensibles à l'apprentissage. Donc, en ce qui concerne tous les phonèmes, donc sur la prononciation de la langue, les enfants pourront le faire jusqu'à 1 an. C'est facile pour les enfants pour le faire. Ensuite, il va y avoir certaines difficultés. Et donc, de même, pour l'adulte, ça va être aussi un peu plus difficile parce que c'est vraiment, on est en train de former notre appareil phonatoire, on est en train, quand on est petit, on est en train de connaître, à discriminer les différents sons. Donc, il y a des périodes critiques, mais ça ne veut pas dire qu'un adulte ne pourra pas apprendre la langue, mais ça veut dire que ça va peut-être prendre plus de temps, alors que pour un enfant, ça va être beaucoup plus rapide. Donc, les langues à l'école. Donc, on parle toujours de l'enseignement des langues, donc dans les écoles de langue anglaise, comme vous le savez. Donc, on a, ici, j'ai juste mis le français de base et l'immersion, mais on a aussi le français intensif. Je suis sûre qu'il doit y avoir des enseignants de français intensif dans la salle aujourd'hui. Et ce qu'on a constaté, et comme vous le savez aussi, c'est que pour le français de base, nous n'offrons pas assez d'heures d'enseignement et d'apprentissage en salle de classe pour permettre aux élèves de développer les compétences nécessaires. Donc, le facteur temps est très important. Ce facteur temps est beaucoup plus accessible dans les écoles d'immersion de par son format. Et j'ai regardé une petite vidéo il n'y avait pas longtemps, donc on montrait des personnes qui étaient issues de l'immersion et puis qui ne maîtrisaient pas nécessairement la langue non plus. Et cela vient vraiment nous informer à quel point le bain linguistique est important. Donc, il est important d'apprendre la langue à l'école, mais il est aussi important, peut-être même plus, que les élèves et les personnes, les apprenants de manière générale, s'immergent dans les langues, qui continuent à parler la langue française à l'extérieur de la maison, dans des groupes sociaux, etc., pour garder la langue et puis vraiment développer les compétences. Donc, dans les écoles de langue française, la langue de l'école est le français de scolarisation. La langue de l'école n'est pas nécessairement la langue de la maison. Donc, on sait que dans les minorités linguistiques, on a la variété du français, l'acadion, dépendamment vraiment des provinces. Donc, ici en Nouvelle-Écosse, c'est l'acadion. Donc, on doit prendre en compte que les enfants n'arrivent pas
100 langues à l'école. Donc, ils ont déjà eu une première langue qui est la langue de la maison. Donc, ensuite, on a les familles exogames qui sont de plus en plus importantes et puis les familles qui ont plusieurs langues à la maison. Donc, ça amène à considérer aussi ces autres langues dans l'enseignement-apprentissage et aussi à déterminer quelle est la langue de la maison, quelle est la langue de socialisation. L'école se veut de toute façon accueillir la diversité en son sein. Donc, il y a beaucoup de stratégies qui sont développées dans ce sens-là. Donc, il y a différentes initiatives de recherche qui ont été faites à travers le Canada pour développer le bilinguisme. Il y a des activités qui veulent avoir beaucoup plus un impact sur le terrain. Et c'est vraiment ces recherches-là que j'ai ciblées un petit peu plus parce que le lien famille, école, communauté est très important dans nos sociétés et que surtout pour développer la langue et maintenir la langue et la vitalité linguistique, on doit lier ces trois dimensions. Donc, le passeport de sécurité linguistique qui a été développé par l'Institut des langues officielles et du bilinguisme de l'Université d'Ottawa. Donc, c'est un outil très intéressant dans le sens où les élèves vont remplir un passeport de sécurité linguistique. Donc, on va déterminer, ils vont aller sur le terrain et puis ils vont voir quels sont les endroits où ils peuvent discuter ou utiliser la langue, que ce soit la langue française ou la langue anglaise. Donc, on pourrait vraiment faire une variété de passeports. Et donc ça, je trouve, c'est vraiment intéressant parce que ça nous oblige à développer des structures dans nos communautés pour valoriser la langue. Et c'est ça parfois qui manque dans nos communautés, des endroits où les personnes vont se réunir en français, où les enfants vont discuter en français, où on va regarder des films en français, etc. Ensuite, on a le développement du plurilinguisme. Donc, le plurilinguisme est développé depuis plusieurs années par des chercheurs. C'est des concepts développés par des chercheurs dans toute l'Europe, dans le Conseil de l'Europe. Et l'Université Simon Fraser travaille beaucoup sur le plurilinguisme. Donc, je vais juste vous lire une définition du Conseil de l'Europe sur le plurilinguisme. Donc, le plurilinguisme est la compétence des locuteurs capables d'employer plus d'une langue. Pour le cadre européen commun de référence pour les langues, le plurilinguisme est une compétence à communiquer langagièrement et à interagir culturellement d'un acteur social qui possède à des degrés divers la maîtrise de plusieurs langues et l'expérience de plusieurs cultures. Donc là, ce qui est intéressant dans le plurilinguisme, qu'on voit qu'il y a un continuum. Et c'est tout à fait normal. Parce qu'on est dans des processus d'intégration, on est dans des processus de valorisation de la langue. Donc, on ne va pas parler de manière stricte une langue ou une autre. On aura tendance aussi à mélanger pour donner un peu plus de couleur à sa langue, pour socialiser, etc. Donc, le développement du plurilinguisme intègre beaucoup de stratégies. Donc, j'avais nommé une des stratégies ici, donc l'éveil aux langues, vraiment Michel Candelier, c'est le chercheur qui a beaucoup travaillé sur l'éveil aux langues, à l'Université de Montréal aussi. Donc, c'est vraiment voir avec surtout les enfants, mais pas seulement, comment utiliser différentes stratégies pour les accueillir dans la diversité, leur montrer qu'il existe différentes langues et aussi valoriser leur langue. Et le paysage linguistique, là, ça vient aussi en lien avec le passeport de prise de risque. C'est aider, en fait, le paysage linguistique en tant que domaine d'étude, ça va être à voir autour de nous dans notre environnement, quelles sont les langues qui sont utilisées. Et puis là, je pense à nos panneaux bilingues qui a été développé dans CLAR. Donc, c'est vraiment très important parce qu'on peut voir est-ce qu'il y a une francophonie qui existe, dans quelle langue sont les différentes institutions qui sont dans nos contextes.
Donc ici, vous avez une petite bibliographie indicative. Et voilà, j'espère maintenant recevoir vos questions et je vous remercie de votre écoute. Alors, n'hésitez pas à poser vos questions dans le clavardage, excuse-moi, si vous en avez. On les prendra avec plaisir. Mais il y a quelques questions qui avaient été soumises lors de l'inscription à cette conférence. Et une des questions, c'était, d'après vous, quels seraient comment soutenir plus le développement plurilingue à l'école ou à la maison? Quelles seraient quelques pistes de réflexion, si vous en avez sur ça? Ce serait vraiment de valoriser l'identité de l'élève. Donc, il y a beaucoup de stratégies. Et puis, les stratégies qui sont les plus développées, donc qui va relier la communication orale, ça va être par exemple, de demander aux enfants de dire des mots équivalents dans leur langue pour faire un peu la passerelle entre les différentes langues. On a vu aussi, il y a eu beaucoup d'exemples dans les écoles qu'on avait invité les parents qui viennent de la diversité, présenter par exemple des plats ou raconter des histoires ou parler de comment ça se passe dans leur pays. Je pense que une stratégie gagnante, c'est vraiment de valoriser l'enfant dans sa diversité et puis de lui faire parler pour que ce soit vu par les autres. Et puis, la diversité, c'est pas juste le plurilinguisme. Ce n'est pas juste pour, comme j'avais mentionné aussi sur une des diapositives, les immigrants, mais c'est aussi pour toutes les personnes, puisqu'on vient d'origines diverses, on est complètement émergé dans différentes cultures, et il faut valoriser toutes ces cultures dans la salle de classe. Et justement aussi une des autres questions qu'on avait, donc n'hésitez pas, hein, à poster, dans le clavardage, mais c'était on parle souvent de l'apprentissage des langues, dans les écoles, à la maison, mais comment on pourrait réussir à faire un meilleur lien, entre, école, maison, puis ensuite le marché du travail? Est-ce que pour vous, ce serait quelque chose qu'il faudrait travailler plus dans les écoles ou, à la maison? Comment réussir à mettre en valeur aussi toutes ces langues, même dans notre marché du travail ici en Nouvelle-Écosse, par exemple? Dans les écoles, il y a aussi des programmes sur le leadership qui vont vraiment montrer aux élèves que les carrières en français, c'est possible. Et puis, je pense que c'est là-dessus aussi qu'il faudra mettre plus d'emphase. On ne valorise pas assez les différents métiers qu'on pourrait avoir dans la langue française. Donc ça, ce serait bien. Et puis, je sais que dans les écoles, ça fait quelques années, on fait ça. Donc, amener des entrepreneurs dans les salles de classe ou vice-versa, amener les élèves dans différentes sociétés pour qu'ils voient comment ça fonctionne, comment la langue est valorisée. Modéliser la langue, comme vous le savez, c'est très important. Et on a besoin de plus en plus de modèles de langue. Et ce que je dis souvent à mes enseignants, c'est qu'ils sont les modèles de langue. Et c'est par eux que les générations vont passer pour comprendre la valeur de la francophonie de manière large. Donc, pas juste, il faut créer des liens vraiment de manière active. On ne peut pas juste dire, voilà, ça existe, mais il faut vraiment aller participer à la vie de la société pour vraiment qu'il y ait un impact beaucoup plus fort. Concernant le marché du travail, c'est une question très intéressante pour aussi les adultes et puis les immigrants, parce que les immigrants qui viennent en Nouvelle-Écosse, donc ils n'ont pas nécessairement, ou ils ne possèdent pas nécessairement les langues officielles. Et on sait que pour les adultes, c'est vraiment difficile quand on n'a pas appris ces langues très tôt, d'apprendre la langue. Donc, peut-être faire aussi ou mettre en place beaucoup plus de structures pour encadrer et accueillir cette diversité et les amener vers la langue française. Très bien. Il y a Lisa qui demande dans le clavardage quel est l'impact de la correction du français acadien dans les écoles francophones. Et elle dit, en exemple, elle dit un enfant qui se fait corriger ou reprendre quand il utilise des mots acadiens. Exemple 70 et 80.
Ben, là, donc, cette question concerne beaucoup la sécurité linguistique des enfants. Donc, moi, je ne suis pas pour la correction systématique de cette façon-là. C'est que moi, je suis beaucoup plus pour la valorisation des langues et puis de faire la passerelle, de demander à l'enfant si ça, c'est dans ta variété, donc comment on dirait dans la langue de scolarisation. Il faut trouver des moments, et puis vraiment dans les programmes d'études, c'est vraiment inscrit, donc de passer de la langue informelle au formel. Donc, je croirais que c'est là qu'on pourrait, au lieu de corriger, donc après, ça dépend comment est-ce que, je ne sais pas ce que c'est vraiment la correction là, mais de dire à l'enfant qu'on utilise les langues dans différentes situations de communication. Ça, c'est beaucoup plus important de le diriger vers ça qu'une correction punitive ou qui va dans ce sens-là, ou dévalorisante. Justement, sur les questions de communication, vous parliez dans le développement du plurilinguisme et de l'utilisation de plusieurs langues. Donc, est-ce que c'est positif ou plutôt négatif d'utiliser plusieurs langues dans une phrase, par exemple? Mais ça dépend quel est le contexte et quel impact on veut avoir sur son interlocuteur. D'accord, donc il faut par exemple un parent où son enfant commence sa phrase en français et la termine en anglais. Est-ce qu'il doit s'inquiéter ou est-ce que c'est normal? Ben, quand il y a des mélanges de langues, donc dépendamment de l'enfant aussi, dépendamment de l'âge, donc il y a toujours un stade qu'on appelle d'interlangue où les langues vont se mélanger. Donc ce n'est pas nécessairement négatif. Ensuite, je veux dire, dans les familles, on peut mélanger les langues. Donc c'est pour ça que je dis ça dépend de l'interlocuteur, ça dépend du contexte. Mais l'interlangue, c'est vraiment quand l'enfant mélange, c'est qu'il est en train d'essayer de passer d'une langue à l'autre. Donc il y a un mélange, même on appelle ça une créativité linguistique. Donc on est toujours en train de le voir au niveau positif. Et non négatif, c'est un stade de développement du langage. Et puis dans des familles, on les mélange parce que c'est la communication dans la famille. Parfois, ça peut être aussi des façons de s'amuser dans des groupes de socialisation. Donc, on peut vraiment avoir différents scénarios dépendamment du contexte. D'accord, merci. Et donc depuis tout à l'heure, on parle beaucoup des langues, mais qu'en est-il de l'aspect culturel? Comment, si par exemple un enfant donc, qui est à Halifax va être plutôt baigné dans une culture anglophone, canadienne, mais avec des parents français par exemple, est-ce qu'il y a une perte d'identité culturelle ou comment remédier justement à ce que l'aspect culturel soit aussi, entre guillemets, aussi bilingue ou biculturel plutôt? Mais là, c'est une question vraiment des valeurs de la famille et de responsabilité. Autant comme en salle de classe, on dit souvent que la responsabilité est partagée entre les enseignants et les élèves. Donc, c'est 50-50. La même chose à la maison, c'est la responsabilité des parents. Quelles sont les valeurs des parents? Par exemple, moi, je connais plusieurs familles qui baignent donc dans notre contexte où la langue majoritaire est l'anglais, mais ils vont souvent faire des visites à leur famille, que ce soit au Québec ou ailleurs en France. Et il y a toujours s'il y a une volonté de garder sa culture, je crois qu'il y a toujours un moyen. Donc ensuite, là aussi, on peut avoir différentes façons de faire. Et aujourd'hui, avec les nouvelles technologies, vraiment, c'est très facile aussi de garder des liens avec les familles, de développer l'intergénération, etc. Donc, c'est vraiment, je penserais, plus une volonté de le faire. Et ensuite, il faut le faire. Et pour revenir justement à la salle de classe, vous êtes vous-même enseignante de futurs enseignants, enfin prof pour les futurs enseignants. Comment faire pour que cette idée de biplurilinguisme et de multiculturalisme fasse partie de l'enseignement, de la manière d'enseigner, que ce soit le français de base, français d'immersion ou français langue maternelle? Quels seraient les conseils que vous pourriez donner à tous les profs qui sont ici?
cette réunion, par exemple. Donc, la diversité culturelle est déjà dans les programmes d'études, que ce soit pour le français, langue maternelle ou français et langue seconde. Donc ensuite, on a de plus en plus d'outils, comme j'en ai mentionné quelques-uns, comme l'éveil aux langues. On a aussi l'intercompréhension des langues, où on va s'appuyer sur la langue de l'enfant pour l'amener vers la langue de scolarisation et vice-versa. On a différentes stratégies qui existent aujourd'hui et on peut faire ces liens. Là où moi je vais intervenir avec mes étudiants en salle de classe, c'est que vraiment leur montrer cette diversité de la francophonie, que ce soit au Canada ou à l'extérieur du Canada, parce que parfois c'est ça qui me manque, ce sont des référents ou des références à une francophonie. Et là aussi c'est un peu complexe, mais une francophonie qui nous ressemble finalement, parce que la francophonie est très large, et puis d'intégrer cette dimension. La dimension culturelle d'une langue est très enrichissante. Donc, quelles sont les valeurs qui sont véhiculées à travers la culture française? On a l'art de vivre à la française, la convivialité, tout ce qui est la nourriture française, c'est vraiment la gastronomie française, le bon vin, comme on entend souvent. Donc, ce sont vraiment... il y a beaucoup, et puis pas seulement. Il y en a beaucoup et pas seulement. Donc, on pourrait voir cette diversité aussi, comment on vit la francophonie, et puis créer des liens. Ça, c'est aussi une autre stratégie. Maintenant, avec Internet, on peut le faire. Créer des liens avec des élèves d'autres francophonies pour voir la diversité, pour voir que les variétés de langues ne sont pas tabous. Il y a des variétés de langues dans toute la francophonie et dans toutes les langues de manière générale. Donc, peut-être enlever cette idée parfois qu'on est tout seul et qu'il n'y a que nous qui vivons comme ça. Ce sont des principes maintenant qui sont mondiales. Et puis, on peut le voir partout. Et puis, les différentes recherches, par exemple, sur le bilinguisme, il y a beaucoup de recherches qui viennent de la Suisse ou de la France, de l'Europe, parce que la diversité culturelle est partout. Ce n'est pas juste propre au Canada, même si aujourd'hui on parle du bilinguisme et du plurilinguisme au Canada. Et est-ce que quelqu'un a une question ou souhaiterait intervenir? Qu'il n'hésite pas à lever la main juste en bas. Je pense qu'il y a le petit logo avec une main. Sinon, en attendant, est-ce que vous auriez un conseil pour favoriser le bilinguisme dans la vie quotidienne ou favoriser l'immersion culturelle? Je pense que vraiment que c'est le fait que ce soit une responsabilité partagée entre la famille, les écoles et les communautés, parce que donc à la maison, que les parents montrent qu'il y a différentes cultures, différentes langues et différentes valeurs qui sont là, que ce soit dans la francophonie et les autres, d'accord? Parce qu'on ne va pas nécessairement parler français à la maison, mais je pense que c'est important de garder des liens avec ces cultures. Et la communauté aussi doit suivre parce qu'il faut créer des endroits où on puisse parler la langue. Donc, il y a toujours un impact de la maison, de l'école dans la communauté. C'est toujours impactant parce que c'est ça que moi, je trouve qui manquerait d'avoir, si on a ces endroits beaucoup plus développés en langue française, on pourrait aussi plus valoriser l'emploi, on pourrait valoriser plus la socialisation dans la langue. Donc, c'est vraiment un effet boule de neige. Eh ben, merci beaucoup, Judith Patouma. Merci beaucoup, tout le monde, d'avoir participé à cet atelier ce matin. Cette rencontre a été enregistrée, donc si vous le voulez, on vous partagera de toute façon le produit final si vous voulez le regarder. Si jamais vous avez d'autres questions qui vous viennent, que vous voudriez poser à Judith, vous pouvez toujours nous les partager, puis nous on les transférera. En tout cas, on vous donne rendez-vous pour le deuxième atelier, la deuxième conférence de ce colloque qui est aussi organisé dans le cadre du NSLTA. Ce sera en anglais et c'est avec la professeure Hélène Bialystok qui, elle, va vraiment plus parler de l'impact cognitif
de l'apprentissage des langues dès le plus jeune âge, comme a commencé à mentionner aussi Judith dans sa présentation. Donc, merci beaucoup. Merci. Merci à tous. Au revoir.